dont 30 000 enfants à peu près, et 2200 enfants, selon les statistiques que nous avons, non accompagnés, qui ne connaissent même pas d'où ils viennent, des petits enfants allant de 3 à 14 ans. Et la plupart, et d'autres quelque peu, à moins de 18 ans. Les populations sont dans une situation difficile. Comme vous le savez, que ce soit au Burundi ou en Tanzanie, le monde entier sait que le grand donateur de l'humanitaire, de l'aide humanitaire, les États-Unis, ont revu leur politique en cette matière. Et du coup, beaucoup d'agences qui étaient sur le terrain en train d'exécuter à donner l'aide humanitaire, les ONG, les organisations internationales ont plié bagage. Et les poids se retrouvent maintenant au niveau des pays d'accueil. Le Burundi avait lancé l'appel, vous le savez, et au Burundi, à ces jours, en tout cas ça ne vient pas de moi, le HCR qui est là est témoin, la RDC se trouve être le premier donateur. Et c'est un devoir pour nous parce que ce sont nos compatriotes, quand bien même nous avons là dérogé à la règle. Car par principe, en droit humanitaire international, le pays d'origine n'intervient pas directement envers ses ressortissants quand ils ont le statut de réfugiés. Mais en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, la première exception d'abord, comme je l'ai dit tantôt, les Congolais ne sont pas arrivés là-bas en Tanzanie, au Burundi, par les faits politiques ou par les problèmes de misère et tout, c'est parce que nous, au pays ici et eux, nos compatriotes qui sont allés ailleurs, nous sommes victimes de cette agression. Deuxième exception, c'est que lorsqu'il y a un appel qui est lancé comme ça par le pays d'accueil, les premiers à réagir naturellement, logiquement, c'est le pays d'origine, parce que ce sont nos fils et filles. Et moi-même, je suis très fier de mon gouvernement. Merci au chef de l'État, merci à la Première ministre pour cette émission-là. Mon rôle était d'aller apporter que l'aide humanitaire. Mais précédemment, son Excellence Madame la ministre de l'État aux Affaires étrangères a été partie pour le Burundi et régulièrement le vice-premier ministre à l'Intérieur a déjà participé à plusieurs réunions tripartites pour la gestion des réfugiés en Tanzanie et au Burundi. Il y a même eu un protocole d'accord entre le gouvernement congolais et le HCR ainsi que le Burundi pour déroger à la règle, comme je vous ai dit, les conventions internationales exigent pour que nous puissions avoir, nous les Congolais, la possibilité d'intervenir directement. C'est ce qui a été fait et l'aide humanitaire était là, constituée de vivres et de non-vivres. Nous avons fait pareil aussi en Tanzanie. Le chiffre en Tanzanie, c'est environ 87 000 Congolais. Il y a eu plusieurs vagues de Congolais. La dernière vague de Congolais en Tanzanie, c'est 9 800 et quelques. Là, on est dans l'arrondi à 10 000. Dans les 87 000, vous avez 50 000 enfants. 50 000 enfants, donc de 0 à moins de 18 ans. À notre présence d'ailleurs, il y a eu 28 naissances. Le même jour, nous sommes arrivés. Donc, vous avez affaire à des Congolais qui sont en rupture scolaire, rupture d'éducation, qui vivent concentrés et la vie n'est pas normale. Et là-bas, il y a plusieurs vagues qui ont remonté depuis que les hostilités ont commencé en République démocratique du Congo. Au vu de la proximité entre la Tanzanie et nous, de toutes les façons, Tanzanie, Burundi et la République démocratique du Congo, nous avons en commun le lac Tanganyika. Donc il y en a qui traversent par les lacs ou qui font la route jusqu'à parvenir. Il faut dire aussi que parmi eux, il y a des Congolais qui étaient en Ouganda, qui ont traversé soit au Burundi, soit en Tanzanie, avec un statut de réfugié déjà enregistré là-bas. Je crois que ça, c'est aussi des cas spécifiques. En Tanzanie, comme au Burundi, nous sommes intervenus avec des dons, de l'aide humanitaire constituée aussi des vivres et des non-vivres. Il faut souligner que dans ces cas-là, essentiellement en Tanzanie, depuis plus de 30 ans, c'est la première fois qu'il y a une autorité congolaise, du gouvernement qui arrive, ce qui est normal parce que
les conventions internationales ne permettaient pas que les pays d'origine puissent intervenir directement. Voilà ce que je peux dire, sauf si nous rentrions dans des questions spécifiques. Je crois que vous avez dit globalement ce que vous pouviez dire en guise d'introduction. Et donc, pour rappel, selon les conventions internationales, nos populations qui sont déplacées sont prises en charge par l'État qui les accueille. Et donc, même si nous voulons intervenir, il s'agit des Congolais, nous ne pourrons intervenir que sur base justement de ce qui régit de ces textes-là, notamment en accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies qui traite des questions de réfugiés. Mais bien au-delà de ce que vous avez apporté comme assistance Madame la Ministre d'État, quel est l'état d'esprit des Congolais que vous avez trouvé? Ah oui, ça, je dois quand même noter que lorsque nous sommes arrivés au Burundi, c'était un moment de beaucoup d'émotions, parce qu'au-delà de leurs conditions, les Congolais vibrent au rythme de la République démocratique du Congo. Nous avons travaillé ensemble, on était très bien accompagnés par les officiels burundais et la représentante pays de HCR. Lorsque nous avons terminé à parler avec les compatriotes, en pleine cérémonie, eux-mêmes ont entonné l'hymne national. C'est la première fois de mon existence que je comprenne en fait les liens qu'il y a l'hymne national en dehors de son pays. Ils ont entonné en sanglots. Les hommes, les femmes, les enfants ont entonné l'hymne national en sanglots et c'était très difficile pour nous de retenir nos larmes. Parce que tous disaient deux choses. Première chose, la paix et la sécurité en République démocratique du Congo comme préoccupation. La deuxième chose, retour au pays. D'ailleurs, il disait retour à la maison. La maison République démocratique du Congo. Voilà. Et c'est la même chose aussi en Tanzanie. À côté de cette chanson, à côté de l'hymne national, il y a encore une autre chanson que j'avais entendue à l'école primaire moi-même. Et en 2002, lorsque nous étions aux négociations politiques intercongolaises à Sun City, notre pays sera toujours uni et il gardera toujours son unité. La chanson a été entonnée par les compatriotes eux-mêmes au Burundi. Évidemment, nous travaillons justement à recréer les conditions qui permettent à ces compatriotes de revenir très rapidement dans notre pays et nous saluons justement ces patriotismes. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire toute notre fierté pour tous les compatriotes qui vivent dans les parties du pays sous occupation, parce que quotidiennement, ils les démontrent par l'attitude de la résistance et de la résilience face à cette aventure rwandaise sans lendemain. Alors, on va prendre la série de questions. On va commencer avec M. Pichou Moulumba, qui sera suivi de M. Barik. Bomatelo. Madame la ministre d'État, j'ai juste une petite préoccupation. Vous avez parlé des enfants non accompagnés dans les différents sites, que ce soit au Burundi ou comme en Tanzanie. Est-ce que vous êtes rassuré comme gouvernement sur les priorités opérationnelles du HCR pour assurer la protection de ces enfants non accompagnés dans ces sites? Merci beaucoup. Ces enfants constituent une priorité pour le HCR, les plus vulnérables. D'ailleurs, lorsqu'on procède au dispatching des tentes, on commence par les catégories les plus vulnérables. Il y a ces enfants non accompagnés sur les questions d'abri, alimentation et soins médicaux. Et aussi, on leur adjoint, il y a des mamans du camp, spontanément, par souci maternel, les hommes et les femmes qui les encadrent aussi. Et il y a des femmes enceintes, il y a des personnes vivant avec handicap, des personnes de troisième âge, des malades et exceptionnellement aussi les survivantes des violences sexuelles parce qu'il y en a légion. Voilà, merci. On va prendre M. Barik et puis ce sera M. Eric Izami.
Madame la ministre, vous revenez d'une mission humanitaire, vous l'avez dit, au Burundi et en Tanzanie. Vous étiez notamment accompagné du ministre congolais délégué chargé de l'étranger. Mais juste après votre départ, il y a eu tension, notamment au camp des Boussou-Marouigi. Selon les informations sur place, ses compatriotes, les Congolais réfugiés là-bas, réclamaient, exigeaient leur retour en RDC. Et nous avons contacté la représentante de UNHCR, Madame Brigitte Moukama, qui a confirmé les faits, mais elle a affirmé que ces retours ne se fera qu'après s'être rassuré que la situation est stable et sécurisée ici en RDC. Officiellement, qu'est-ce qui s'est exactement passé dans ces camps de réfugiés? Oui, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord remercier le gouvernement burundais et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour la bonne gestion de cette situation-là. Moi aussi, comme c'était fait à mon absence, tout de suite quand j'ai appris ça, j'ai appelé les mêmes officiels, que ce soit au niveau des Nations Unies et au niveau du gouvernement burundais pour en savoir plus. Et c'était tout à fait normal, notre présence, la mission de la République démocratique du Congo a fait bouger les lignes, a mis à nu cette tragédie humaine et la responsabilité engagée du Rwanda et de leur supplétif M23, parce que les Congolais, comme je l'ai dit tantôt, n'ont pas fui la misère, n'ont pas fui la faim, n'ont pas fui des problèmes climatiques, mais plutôt à cause de ces conflits armés. Du coup, comme le monde entier en a parlé, en tout cas les deux dernières 48 heures ici, merci à tous les médias du monde, ils ont martelé dessus pour montrer comment est-ce que la population souffre par l'effet des comportements bellicistes du Rwanda et leurs supplétifs. Et surtout, la dernière vague, c'était pendant que l'accord de Washington était en train d'être signé, lorsque la population se sentait dans des conditions d'espoir de la paix qui sera revenue, et bien c'est à ce moment-là qu'il y a eu des bombardements. Beaucoup ont succombé d'ailleurs de leurs blessures. Et du coup, lorsque la population a exprimé les besoins de retourner au pays, parce qu'il faut aussi souligner que la plupart des compatriotes qui sont là, ce sont effectivement des responsables, des médecins, des enseignants, des hommes et des femmes d'affaires, des défenseurs des droits de l'homme, des responsables dans différents domaines qui se trouvent du jour au lendemain être déstabilisés, déracinés de leur milieu de vie. Alors leur souci étant de rentrer, alors le M23 a profité de ça pour manipuler la population, lorsque même j'avais parlé de l'infiltration, pas infiltration des militaires ou de qui que ce soit, justement ils ont pris un lien avec des compatriotes qui sont là-bas pour le manipuler et qu'ils aillent la nuit, nuitamment à 2 heures du matin, dans les compartiments, les quartiers subdivisés, 78 quartiers du camp de Bousouma à Ruhigi, ils sont allés pire en langue locale, langue nationale de chez nous, leur dire, voilà, à Ouvira il y a la paix, nous devons y aller, nous devons y aller. Donc c'est ça là, la stratégie éhontée de M23 qui écrit même au gouvernement, au chef de l'État burundais, qui écrit au secrétaire général des Nations Unies, comme qui dirait, les compatriotes peuvent rentrer à Ouvira, il y a la paix. Mais ils sont venus comment? Est-ce que les Burundais sont allés les prendre ou les HCR? Ils sont allés là-bas parce qu'ils voulaient sauver leur peau, parce que vous êtes des terroristes. Donc voilà ce qui s'est passé en vrai, c'est ça la manipulation de la population, comme la population les trouve aussi dans les besoins de rentrer. Et heureusement pour nous, nous remercions encore le gouvernement burundais et ainsi que le HCR qui ont pu contenir la population, les aider. Nous sommes prêts, le gouvernement burundais est prêt d'ailleurs. C'est de ça qu'on parle plusieurs fois. Je l'ai dit tantôt que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à qui revient la responsabilité de la gestion des réfugiés, a déjà participé plusieurs fois à des réunions tripartites. Nous avons un plan chronométré pour devoir les retours, pour avoir les retours des compatriotes, mais préalablement, il faut qu'il y ait la paix et la sécurité. On ne va pas faire revenir les Congolais pour les mettre encore dans des situations difficiles. Non, ça, on ne peut pas. Ça serait non-assistance en personne en danger. Ça serait sacrifier nos compatriotes. Voilà. Voilà, on va prendre
Dernière en tout cas, la toute dernière question, vous avez tout à l'heure dit que le gouvernement n'a pas le droit d'apporter directement de l'aide auprès de ses compatriotes réfugiés là-bas au Burundi, mais ces réfugiés se plaignent aussi de ne pas être en possession de l'aide que vous leur apportez comme il se devrait. J'aimerais savoir quels sont les mécanismes que vous avez mis en place maintenant que vous avez déjà quitté Burundi et Tanzanie pour vous rassurer que réellement cette aide-là profitera aux réels bénéficiaires. Avant l'aide humanitaire de la République démocratique du Congo et après l'aide humanitaire de la République démocratique du Congo, il y a une organisation. La première organisation d'abord, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur de ces différents pays. C'est comme ça que nous avons trouvé le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et puis, il y a une administration interne. Les réfugiés eux-mêmes ont un gouvernement. Ils ont un gouvernement qui est constitué des présidents, des conseillers, des chargés chargés des femmes, chargés des enfants et tout. Il y a des ONG nationales des droits de l'homme et humanitaires localement dans ces pays. Et aussi, de manière structurée, il y a des compartiments. Je vous ai parlé en termes de quartiers. On connaît quartier 1, quartier 2, quartier 3. Il y a même 1A, 1-2 selon que c'est un groupe de femmes, un groupe des enfants. Et il y a même les ONG qui encadrent spécifiquement les enfants par rapport aux loisirs. J'ai trouvé ça, j'ai apprécié. Il y a une ONG qui s'occupe des enfants. Le jeu d'enfants, on a mis pour détraumatiser les enfants. Et la même chose pour l'accompagnement psychosocial des femmes, victimes de violences sexuelles. Donc, l'heure de l'heure touche directement. J'ai un témoignage. On pourrait peut-être, j'aurais dû vous l'envoyer bien avant, j'avais déjà envoyé à la RTNC, où nous avions trouvé un groupe de 11 femmes qui étaient dans une situation très difficile, survivant des violences. Et lorsque nous avons présenté ça au HCR, parce qu'il y en a quand même 87, 86 000, eh bien, ces femmes, après nous, ont envoyé un témoignage pour dire chacune a été amenée à l'hôpital. Les Médecins sans frontières sont là, ils s'en ont occupé au camp de Bousouma. Chacune a reçu donc l'abri et on leur a donné la nourriture et les habits. Donc je vous dis, en termes d'organisation, moi-même, je m'en suis inspiré pour réajuster les tirs pour la gestion des déplacés internes. Voilà. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État. On va prendre plutôt les questions de M. Touver Rundi, et puis ce sera M. Eric Izami, puis ce sera suivi de M. Patrick Ilunga. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole nous accordée. Madame le ministre, durant votre séjour, on a vu l'assistance arriver, mais les gens pensent que l'assistance est venue directement de Kinshasa. Est-ce que vous n'avez pas donné l'opportunité aux opérateurs locaux de bénéficier de leur accueil en achetant localement? Monsieur le ministre de la Communication, une question d'actualité. Depuis ce matin, même depuis hier, beaucoup des médias annoncent que l'AFC M23 est en train de se retirer de Uvira. Et ce sont des annonces des médias du monde. Qu'en dites-vous? Ce ne sont pas que les annonces de médias. J'ai cru voir un courrier plutôt dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, ils n'auraient jamais dû être à Uvira. Ça, c'est le point de départ. Mais après, nous connaissons la méthode, nous connaissons la tactique. Que vaut un retrait sans départ? Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, à renfort justement des médias orientés, on va encore essayer, comme au début, de faire une simulation avec des personnes sélectionnées pour venir faire croire qu'ils sont partis d'Uvira. De toute évidence, ils n'auraient jamais dû y être, comme je le disais en début, et pour nous, toutes les déclarations qu'ils font, en réalité, ne valent rien. Parce que nous connaissons justement la tactique de la désinformation, nous connaissons aussi les justificatifs. Pour rappel, à Uvira, il n'y a pas des FDLR. S'il faut qu'on revienne sur quelques sujets de départ. Ensuite, parce qu'il fallait justifier le narratif, on a vu l'ambassadeur du père, donc du Rwanda,
au Conseil de sécurité, revenir dans un discours où il cite 9 fois le nom de la communauté Banyamulenge. Et donc, cette tentative ou cette nouvelle initiative n'est qu'une manière de contourner l'attention de la communauté internationale, qui s'est déjà exprimée clairement là-dessus, spécialement le gouvernement américain, qui disait qu'ils doivent quitter Uvira, et pour nous, ils doivent quitter toutes les parties de la République démocratique du Congo. Et donc, dans ces jeux malsains, connaissant leurs méthodes, sûrement qu'ils vont laisser des agents infiltrés dans la ville. Et ces agents peuvent avoir le mandat d'identifier nos compatriotes membres de ces communautés, faire ce que le père et le fils savent faire, et recréer encore un autre narratif. Ça, c'est le schéma classique qui est connu. De toute évidence, pour nous, pour toutes les parties d'ailleurs du pays sous occupation, nous avons déjà travaillé sur des plans de restauration de l'autorité de l'État. Et pour Uvira, ça arrivera évidemment dans le jour qui vient, parce que de toute évidence, ils n'auraient jamais dû arriver là s'il faut considérer les différents points de l'évolution des processus de paix. Et donc nous sommes très vigilants. Vous avez suivi ce qu'a dit Lamineta Bazaïba tout à l'heure par rapport à nos populations qui veulent rentrer et qui doivent rentrer parce qu'il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Mais parallèlement à cela, ces fausses annonces, en réalité, cachent une vérité qui a été dévoilée hier. Je pense que vous aviez tous suivi le point qui a été fait par le ministre provincial de la communication de la province du Sud Kivu. On pille même des goudrons pour faire des infrastructures. Ceux qui prétendent, entre guillemets, être des libérateurs, mais en réalité, c'est des voleurs. Au-delà du pillage systématique des ressources minières, mais on pille même les pauvres citoyens. Parce qu'on prend des tricycles, on prend des vaches et tout type de biens. On a vu, et d'ailleurs je crois que peut-être que dans les heures qui viennent, il y aura l'occasion de diffuser des images, comment des camions sortaient avec du goudron, du matériel qui doit servir à la construction des routes. C'est ça l'action du Rwanda en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement les mines, parce que si vous suivez, vous venez des Goma, si vous regardez Goma, si vous regardez Bukavu, si vous regardez Uvira, partout où ils passent, non seulement qu'ils sèment la mort, la désolation, mais ils amènent du vol systématique des matériels roulants, des véhicules qui traversent de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, comme nous vous le disons, nous avons notre front militaire, on a un front diplomatique, on a surtout un front judiciaire. Je crois que bien au-delà de tous ces processus de paix, il y aura un moment où nous en sortirons, mais il y aura aussi un moment où la justice devra être faite. Voilà. Merci. Madame la ministre. Oui, merci beaucoup. Je réponds vraiment par respect, parce que c'est quand même une aberration. De la manière dont nous sommes partis, je ne sais pas comment on peut transporter ces tonnes et des tonnes de vivres et de non-vivres. Je voudrais confirmer qu'il y a eu des accords, des protocoles d'accords que nous avons signés entre la République démocratique du Congo, le Burundi et le HCR, la même chose. La Tanzanie, nous sommes inspirés aussi de ces mêmes accords. On a fait mutatis mutandis, mais en tenant compte des spécificités. Et que le HCR a ses partenaires, des fournisseurs de ce genre de services traditionnels. On ne peut pas en sortir de là. Même si nous étions en train de payer directement au travers le facture proforma qui nous était donné suivant les besoins. Les besoins, par exemple, au Burundi, les besoins s'évaluent à 33 millions de dollars américains d'ici mois de mars, le 31 mars. La RDC a donné ce qu'il pouvait donner selon que c'est aligné des rubriques de vivre et de non-vivre et aussi des kits de dignité pour les femmes, pour les enfants, parce qu'il y a aussi la donne éducation qui est une donne prioritaire. Nous avons acheté localement. Et la même chose en Tanzanie, nous avons acheté localement. Mais je comprends ce qu'ils disent, parce qu'ils ont vu les sacs, les emballages estampillés République démocratique du Congo et les emballages estampillés Fondation de la Première Dame. Mais ça s'est fait, on imprime localement
Pourquoi nous voulons toujours que nos compatriotes reçoivent les dons ou c'est estampillé organisme XY, je ne vais pas les mettre à citer ici, pour éviter des incidents diplomatiques dans de XY pays ou de telle autre organisation internationale. Donc, voir que les emballages sont estampillés République démocratique du Congo renvoie à dire que nous avons fait un pont aérien du riz, du sucre, des haricots, des soja et des habits, des gîtes d'habits. Ce n'est pas possible, des médicaments, ce n'est pas possible. Nous avons tout acheté localement et je prends en témoin les hauts commissariats des Nations Unies aux réfugiés, je prends en témoin les différents pays, le Burundi et la Tanzanie. Et bien évidemment, en dehors de ce que vous avez vu en vivre, il y a eu une autre intervention du gouvernement dans le cadre du travail qui est fait par le HCR. Et comme la Mineta disait tout à l'heure, il y a donc un monitoring quotidien et permanent sur l'évolution de la situation. Ce sont nos compatriotes et nous n'allons pas nous dérober pour ce qui concerne notre responsabilité par rapport à la prise en charge dans les pays respectifs où ils se sont réfugiés. On va prendre la question de M. Eric Izami. Merci de la parole, M. le ministre Mouyaya. D'ailleurs, vous avez effleuré la question, mais la question, je la pose à Mme Bazaïba Massoudi. Le ministre Mouyaya, quand il a parlé, il a évoqué la nécessité pour les enfants d'aller à l'école. Alors la question, c'est celle de savoir, vous avez aligné des chiffres hallucinants des enfants déscolarisés. Là, sur place, au niveau du Burundi et même de la Tanzanie, y a-t-il pas moyen de pouvoir les intégrer dans les systèmes sur place pour qu'ils n'arrivent pas à manquer? Parce que l'école, comme le disait Victor Hugo, lorsqu'on ouvre une école, c'est une prison que l'on ferme. Alors, au ministre Mouyaya, votre collègue du portefeuille a déclaré que Pay Service n'est pas une banque privée américaine reconnue en République démocratique du Congo. Vous êtes ministre, mais aussi porte-parole du gouvernement. Quel est votre point de vue à cette question-là? Merci. Voilà, nous parlons de la situation humanitaire, mais bon, on va faire une dérogation. Madame la ministre d'État, bon, sur la question de paye service, j'ai vu évidemment, comme à l'accoutumée, beaucoup de réactions, mais il y a une grosse supercherie derrière. D'abord, il faut dépersonnaliser les débats, parce que lorsqu'on épingle ma collègue, notre collègue du portefeuille, Madame Julie Chikou, dans ses dossiers, elle n'avait pas d'abord agi comme ministre du portefeuille. C'est un vieux dossier qui date du gouvernement Sama, où elle était encore directrice de cabinet adjoint, si ma mémoire est bonne, du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Et lorsque les prestataires en question viennent proposer ces services, il y a eu évidemment des mémorandums d'intention qui ont été signés avec certaines structures, notamment le ministère du portefeuille. Spécifiquement pour les ministères du portefeuille, il était assorti d'un contrat de prise de participation, parce que la société en question s'est présentée comme une banque de prise de participation, mais il faut savoir que les ministres que nous sommes, nous ne pouvons pas nous engager dans des contrats qui engagent les trésors publics sans que nos collègues de budget et des finances ne puissent être impliqués. Première précision. La deuxième précision, parce que j'ai vu après, à la suite de cet article, dire que celle qui était Dirkaba hier, devenue aujourd'hui ministre, a demandé 10% pour se faire corrompre. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque elle travaille au niveau du ministère des Finances, avant de procéder à un quelconque paiement, en banque on appellerait ça compliance, mais on doit faire de due diligence. On doit vérifier la régularité de la société qui doit être bénéficiaire de ces paiements au niveau du Trésor public. Et dans toute la chaîne, les informations alléguées par ces prestataires n'ont pas été vérifiées. Alors, comment penser que celle qui était au milieu du contrôle sur, effectivement, les capacités existentielles de cette société qui prétend être une banque et qui dit que si l'État paye 3%
ça représentait à peu près 20 millions de dollars d'une banque qui doit valoir plus de 450-600 millions. Aucune trace. Comment pensez-vous alors, celle qui était censée du contrôle pour vérifier si cette entité existe réellement et fonctionne conformément aux lois américaines, va elle, être corrompue alors qu'elle sait que l'État ne peut pas payer les dossiers en l'état? Elle sait, parce qu'elle était directrice de cabinet au ministère des Finances, que l'État ne pouvait pas payer pour une société qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Alors, lorsque, dans un enchaînement totalement inapproprié, on veut dire que celle qui est devenue ministre du portefeuille vous laissez faire corrompre, dans la foulée, on y rajoute le ministre des Finances. Je rappelle que ces dossiers qui datent de l'époque où mon aîné Nicolas Casal était ministre des Finances, il ne l'avait pas payé. Le ministre des Finances actuel ne pouvait pas le payer parce que simplement les diligences faites ne permettaient pas qu'on les fasse. Alors comment pensez-vous que toutes ces personnes averties peuvent, eux, se noyer dans un jeu de corruption? Ensuite, on parle de celui qui est devenu gouverneur de la Banque centrale. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'il y a des communiqués qui ont été faits au niveau du portefeuille, au niveau des finances. Mais ici, je voudrais simplement rappeler que nous tous, lorsque nous apprenons des questions de ce genre, il ne faut pas toujours s'empresser de relayer. Parce que c'est tellement facile de vouloir nous présenter sous une casquette de corruption, alors qu'ici, en l'occurrence, le travail a été fait. Et par contre, on ne l'a peut-être pas dit, mais la ministre du portefeuille, non seulement qu'on lui a proposé de pots de vin, mais elle lui a fait du chantage de plusieurs natures par ses prestataires. Et donc, comme il recourt à la justice, évidemment, nous avons des avocats qui pourront aligner tous ces éléments. Et donc, je pense que cette question ne devrait pas continuer de bénéficier d'une quelconque attention, parce que les faits dont je vous parle peuvent être vérifiés. Et donc, voilà un peu la précision que je voulais apporter sur ces sujets-là. Voilà. Madame la ministre d'État. Oui, en tout cas, monsieur le journaliste, vous venez là de revenir sur une question très importante qui a même une position prioritaire dans le rapport que je vais présenter au gouvernement. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. 50 000 enfants au Burundi, à peu près 30 000 enfants en Tanzanie, ça vous fait 80 000, c'est tout un pays. C'est un avenir, ce sont des cerveaux. Mais je veux quand même vous apaiser l'opinion pour dire que sur les 7 sites organisés au Burundi, 6 ont déjà l'espèce un peu de ce qu'on peut appeler école, mais qui ne prend pas tout. On essaye un peu d'encadrer les enfants dans l'éducation, y compris dans les loisirs. Seul le centre de Bousouma, comme c'est un nouveau, qui a commencé, le site a été présenté rien que le 1er décembre, c'est un nouveau site là où il y a le gros lot des Congolais au Burundi. Ça aussi c'est une priorité et ça fait partie du rapport. Je vais donner, l'UACR attend beaucoup de nous, attend beaucoup de la RDC, le Burundi attend beaucoup de la RDC pour appuyer ces volets-là pour qu'on puisse s'organiser. Par contre, en Tanzanie, je dois reconnaître que nous avons trouvé des écoles qui sont organisées aussi, construites même par l'UACR, où les enseignants sont les réfugiés. Donc on essaie de recruter les enseignants parmi les réfugiés, comme d'ailleurs les médecins, les infirmiers, on les recrute aussi parmi les réfugiés, que ce soit au Burundi ou en Tanzanie. Eh bien, on a organisé, il y a des écoles, on enseigne, mais les conditions ne sont pas les bonnes parce qu'il y a les trop plein. Nous avons 11 salles, en tout cas dans l'école où j'étais parti visiter, 11 salles. Dans une salle de classe, vous avez 127 élèves, 150 élèves. Il y en a qui s'assiedent à même les sols. Il n'y a pas de bancs, les conditions et la chaleur et tout ça. Donc c'est le chahut. Et c'est aussi un peu mélangé, mais les gros lots, ce sont des Congolais. On trouve des Kenyans et quelques Burundais. Voilà ce que je peux vous répondre à ce niveau-là. Mais on ne peut pas
prendre les enfants qui ont les statuts de réfugiés, de les reverser malheureusement dans les écoles de ces différents pays. Mais les enfants congolais non réfugiés, j'ai trouvé à Kigoma, il y a une école consulaire, nous avons l'école maternelle, l'école primaire et l'école secondaire à Kigoma, où nous avons aussi des enseignants qui sont des personnes qualifiées, des Congolais, qui enseignent le programme de la République démocratique du Congo. Et ça, j'étais encore émerveillé. Les enfants parlent très bien français. Et j'ai posé quelques questions d'éducation civique. Qui est le président de la République démocratique du Congo? Ils ont répondu très bien. Qui est la première ministre de la RDC? Ils ont répondu très bien. Et les enfants chantent l'hymne national. Et ce qui était encore plus émouvant, les enfants de l'école maternelle habillés en uniforme drapeau de la RDC. Il y a des pulls où c'est frappé à l'effigie donc du drapeau de la République démocratique du Congo. Ça, c'est l'école consulaire à Kigoma. Ça, c'est une fierté. Ils ont un cadre, ils ont quand même des besoins d'augmentation des salles de classe et aussi d'autres aménagements au niveau de ces sites. C'est une école qui existe depuis 1978. Voilà, Madame la Ministre, parce que vous parlez des enfants, on sait, vous avez parlé tout à l'heure de kit de dignité pour les femmes. Est-ce que les conditions sont réunies, notamment pour la prise en charge des cas spécifiques des femmes dans ces différents sites? Les conditions ne sont vraiment pas trop réunies. Comme je vous dis, il y a plusieurs ONG qui ont fermé parce qu'il n'y a plus de financement, il n'y a plus de moyens. Alors, c'est fait un peu à la sauvette parce qu'il y a un trop-plein de ces femmes victimes de violences sexuelles, y compris d'ailleurs des hommes, des cas aussi très graves. Donc ça aussi, il y a aussi des problèmes psychologiques, des traumatismes. Vous êtes en face d'une femme qui avait 6 enfants, 3 sont tués, et 4 sont tués et son mari, en sa présence, elle a fui avec 2 enfants. Vous êtes en face d'un monsieur, on a violé sa femme par des bâtons, on l'a transpercé pratiquement, la femme est morte, les enfants, la femme était enceinte, il avait 3 enfants, 2 sont morts et la femme, il reste avec un enfant. Alors quand cet enfant tombe malade, il y a tentative de suicide parce qu'il ne veut pas voir mourir cet enfant. Donc vous avez ces genres de cas. Donc ça reste de points de vigilance sur lequel évidemment vous allez continuer à travailler. Tout à fait. Monsieur Patrick Inunga. Merci Monsieur le Ministre pour l'occasion. J'ai 2 questions, une pour Madame la Ministre, une pour vous-même. Je commence par Madame la Ministre. Vous avez été en Tanzanie et au Burundi, au chevet des réfugiés, mais selon les chiffres du HCR, en Ouganda, il y a à peu près 600 000 réfugiés congolais. Pourquoi a-t-on l'impression qu'eux ne bénéficient pas de la même attention? Ça, c'est la première question pour vous. Pour Monsieur le ministre de la Communication, pendant que nous parlons ici, il y a des médecins congolais vivant au Kenya qui sont en détresse parce que le gouvernement kényan a refusé de renouveler leur licence et leur permis de travail. Ils sont dans une sorte de détresse. Ils s'estiment discriminés. Ils ont donc appelé le gouvernement à mener le plaidoyer en leur faveur. La question maintenant, est-ce que vous, en tant que gouvernement, vous êtes au courant de cette détresse et quelle est la réponse que vous réservez? Et au-delà de cette actualité, est-ce que la RDC et le Kenya sont en une sorte de conflit silencieux? Bon, sur le premier point de votre question, vous me l'apprenez. Peut-être qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a des informations plus approfondies. Je me rapprocherai de mon collègue, évidemment, s'il y a une action que nous devons faire pour nos compatriotes à travers les canaux respectifs, notamment sur les affaires étrangères. Nous pourrons voir comment intervenir. Pour le reste, sur les Kenyans, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de revenir dessus. Ça ne vaut pas la peine de revenir parce que les Kenyans ne jouent pas pleinement le rôle qu'ils devraient jouer pour permettre notamment l'aboutissement du processus de Nairobi. Je ne voudrais pas revenir sur ces différents chapitres, mais nous considérons que les efforts en cours permettront d'atteindre les objectifs escomptés depuis plusieurs années qui permettent le retour de la paix dans l'Est de notre pays. On va prendre la dernière série de questions. Oui. Allez-y, s'il vous plaît, si vous avez des éléments. Je voudrais juste dire qu'aucun Congolais réfugié
ne sera oublié. Vous devez savoir que c'est une première. Je le répète, compte tenu des circonstances exceptionnelles, la RDC va s'occuper de tous les réfugiés. Il faut quand même reconnaître que la première mission, nous l'avons effectuée humanitaire, en tout cas, au Burundi et en Tanzanie. La seconde mission humanitaire aura lieu. Il n'y a pas que l'Ouganda, il y a la Zambie, il y a dans tous les autres pays. Le dossier est bien ficelé, fignolé par le vice-premier ministre qui a la gestion des réfugiés. Et chaque fois que le cas nous sera apporté à notre connaissance, nous allons organiser une enveloppe pour arriver sur place et travailler avec le pays hôte ainsi que le Haut Commissariat aux réfugiés. Voilà, on va prendre la dernière série des questions avec Madame Fallon Mbungu, Pascaline Mbayo, et on terminera avec une question de Madame Nathalie Sekabour. Ma question s'adresse directement à la ministre Bazaïba. Vous venez de nous présenter un tableau sombre concernant les réfugiés congolais basés au Burundi et en Tanzanie, mais vous n'avez pas évoqué l'aspect sanitaire, sachant que dans des cas pareils, il pourrait y avoir l'épidémie. Quelle prise en charge sanitaire du côté du gouvernement congolais pour ces réfugiés-là? Merci beaucoup, madame. C'est vrai, vous avez raison. Nous avons, comme au Burundi, par exemple, trouvé des cas de choléra. Il y avait 198 cas de choléra, suivant le rapport du médecin qui était sur place. Et il y a eu 2 cas de décès. Et le reste des cas pris en charge correctement par l'équipe médicale qui était sur place, y compris le Médecins sans frontières. Nous avons aussi trouvé les cas de choléra, oui, c'était choléra, 198 cas, et nous avons trouvé d'autres cas de maladies, 28 cas de rougeole, voilà, c'est ce que je cherchais, 28 cas de rougeole, heureusement pour nous, 0 mort. Nous avons des cas de femmes victimes de violences sexuelles, nous avons des cas de personnes qui sont des malades chroniques. Ça aussi, il faut le dire, on a perdu beaucoup de gens qui au départ de Luvungi, Kamanyola, Uvira, Bukavu et tout, qui fuyaient les hostilités. Et Uvira, ils étaient des malades chroniques de diabète, des cas de diabète, des cas de l'hypertension artérielle. Ils n'avaient plus accès à leurs médicaments et ce sont ces personnes qui ont succombé. Et sur place, on est aussi en train de les prendre en charge de manière plus ou moins particulière. Par contre, comme je vous dis, il y a un problème criant de financement, des médicaments qui manquent. Encore une fois de plus, la République démocratique du Congo avait apporté aussi un lot de médicaments qui pour soulager tant soit peu, surtout en ce qui concerne des cas des maladies primaires. Sur les cas de spécialité, ça va être revu au fur et à mesure. Alors, en Tanzanie, nous avons trouvé un hôpital, il y a un bel hôpital, grand hôpital, organisé par le Haut Commissariat aux réfugiés. Il y a des médecins, il y a des infirmiers et même certains praticiens de santé qui sont aussi parmi les réfugiés qui prêtent main forte là-bas. Mais ils posent un problème de médicaments. Ils posent un problème sérieux de médicaments. Nous avons aussi des cas des maladies de la peau dues à des conditions, par exemple, de l'eau, parce que l'eau est organisée, mais ça ne peut pas contenir pour toutes ces personnes. Vous avez ici 67 000 personnes qui doivent s'approvisionner dans 2 ou 3 sites, c'est difficile. Vous avez aussi de l'autre côté les cas de 87 000 personnes qui doivent s'approvisionner aussi dans ces mêmes conditions. C'est tout à fait normal. Mais je dois quand même souligner quelque chose d'important. Ce que le HCR a fait, j'ai épinglé ça. J'ai félicité les 2 représentantes des Hauts Commissariats des Nations Unies aux réfugiés par rapport aux latrines. Il y a moins de latrines publiques collectives. C'est des latrines individuelles. Chaque abri avec à côté des latrines, et ça permet qu'il n'y ait pas contamination, contagion donc des maladies. Ça coûte très cher pour organiser ça.
hein, mais c'est quand même quelque chose d'important à souligner. Ça m'a inspiré pour les déplacés internes aussi. Voilà, Madame Pascaline Bayo, s'il vous plaît. Merci, Excellence. Pascaline Bayo pour le compte de Face Télévision. Une question pour Madame la Ministre. Je pense que ma question va presque même avec ma consoeur. C'est en ce qui concerne la santé des enfants, mais surtout l'accouchement de ces femmes dans des conditions difficiles. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire de manière concrète? Bon, ce que le gouvernement compte faire de manière concrète, comme je vous ai dit, nous n'allons pas intervenir directement. Nous allons passer par des structures existantes conformément aux droits humanitaires. Il y a d'abord le pays hôte qui organise avec leurs médecins là-bas sur place, qui travaillent avec les structures de santé que nous connaissons au niveau des organisations internationales ainsi que l'UHCR. Ça serait des dons de médicaments, ça serait le moyen que nous allons donner si un fiduciaire pour qu'on puisse organiser les conditions. Mais on a trouvé quand même du côté hôpital, les bébés qui naissent sont dans de bonnes conditions, bien couverts et tout, que ce soit au Burundi ou en Tanzanie. Je vous ai dit en Tanzanie, à notre arrivée, la nuit du jour où nous sommes arrivés et les matins à leur visite, il y a eu 28 naissances. 28 naissances des filles et des garçons, des jumeaux même, des jumeaux. On a nommé les noms des différentes personnalités congolaises et qui vont devoir parrainer ces bébés. Nous avions fait aussi autant au Burundi. Bon, je me permets quand même de le dire pour reconnaître ce qui est fait par les pays hôtes et les HCR, malgré les conditions difficiles. Il y a la vie parfois, dans une certaine mesure, des réfugiés, les conditions d'abri, soins de santé, un peu de dons et tout ça. C'est quand même un peu plus abordable par rapport à même la communauté environnante. Nous avions même échangé avec le HCR pour dire, pour éviter parfois des petites tensions qui peuvent survenir avec les communautés locales qui les ont accueillis dans ces sites, il faudrait qu'il y ait des projets de développement qui intègrent ces communautés environnantes. Parce que ce soit au Burundi ou en Tanzanie, ils ont trouvé les populations qui sont là. Vous voyez, au camp des réfugiés, on met des forages d'eau, l'eau propre, etc. Mais de l'autre côté, ils s'approvisionnent vers la rivière. Et ils ne peuvent pas entrer dans les camps, ces deux camps ne peuvent pas aller là-bas. Entre-temps, ces deux camps ont besoin de s'approvisionner en légumes, en nourriture au niveau du village. Pour qu'il y ait cette bonne collaboration, nous avons réfléchi, la RDC aussi va s'impliquer pour qu'il y ait quand même la possibilité de faire des projets en commun. On recrute des gens qui sont tout autour pour venir travailler dans les sites et tout ça, gagnent quelque chose pour qu'ils accueillent bien ces réfugiés. Voilà. Voilà, merci. Nous prendrons une question en Swahili aussi spécialement. Oui, je voudrais quand même, si vous permettez, Excellence, Monsieur le Ministre, nous avons Madame parlé de ceux qui ont fui les hostilités. Ça, c'est les réfugiés. Mais j'aimerais toucher un petit mot sur les déplacés internes. Le 1er décembre, ensemble avec l'équipe humanitaire pays, ici, nous avons rendu public des chiffres communs en termes de prévisions pour 2026. Là, je parle du 1er décembre 2025. Qu'est-ce que nous avions retenu? Nous avions retenu que, compte tenu de la situation que connaît la République démocratique du Congo, qui compte la situation humanitaire, des conséquences humanitaires, il y a 3 chocs spécialement. Le tout premier choc, ce sont des hostilités, donc la guerre. Deuxième choc, des pandémies, donc des problèmes sanitaires. Et troisième choc, des aléas climatiques. Dans l'ensemble, pour que nous fassions une action humanitaire qui peut être acceptable au-delà de 50%, venir en aide à la population congolaise au niveau interne, que nous avons ciblé environ 14 900 000 Congolais qui sont dans les besoins au niveau national. Et on a ciblé les plus vulnérables, c'est 7 300 000 Congolais. Et il nous faut 1,4 milliard de dollars pour venir en aide à ces Congolais pendant 2026. C'était le 1er décembre. Et les conditions, c'était que nous allions dans la pente vers le processus de paix. Mais maintenant que la situation a dégénéré négativement, la situation s'est aggravée à cause
des velléités bellicistes du Rwanda et de M23, toutes les données sont bouleversées. Maintenant, que ce soit à l'interne ou à l'externe, c'est-à-dire la prise en charge des déplacés internes devient plus difficile parce qu'à chaque fois qu'il y a un coup de feu, il y a un mouvement humain et il y a une déstabilisation, il y a la vulnérabilité qui s'accentue. J'aimerais que le monde les sache et que le monde puisse attirer son attention sur la République démocratique du Congo par rapport au comportement du Rwanda et de M23. Voilà, vous avez eu l'occasion d'en parler notamment au Conseil des ministres. Monsieur Liévin, nous allons dire rapidement, s'il vous plaît. Madame la ministre d'État, merci beaucoup. Ma première préoccupation a été déjà répondue, notamment en ce qui concerne la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Vous avez dit que ça fait partie des priorités du HCR. Ma deuxième question, je reviens au pays. Il y a quelques jours, le HCR ainsi que les médias ont dénoncé dans les zones occupées par l'armée rwandaise et les supplétifs, ces supplétifs du M23, il y a eu un forcing. On a forcé des Congolais d'aller au Rwanda voisin comme réfugiés. Alors, quelles sont les précautions prises par votre gouvernement quant au retour de ces compatriotes pour éviter les pires? S'il vous plaît, vous pouvez répéter la question? Il y a dénonciation des Congolais qui ont été forcés d'aller de l'autre côté comme réfugiés par le HCR ainsi que des médias dans des zones occupées par l'armée rwandaise et les RDF ou les supplétifs des M23. Et il y a même des femmes qui ont dit, moi je suis congolaise, mais on me demande de partir de l'autre côté comme réfugiés. Alors, la question est de savoir quelles sont les précautions prises par le gouvernement pour éviter le pire au retour de ces compatriotes, parce qu'ils sont déjà de l'autre côté. Bon, écoutez, sur ces questions, nous aurons l'occasion de revenir la semaine qui vient. J'espère qu'il sera de retour à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, parce que je crois que vous parlez des articles consécutifs à la sortie du rapport de Human Rights Watch qui est évidemment revenu sur ces cas. Mais ce qu'il faut savoir sur la problématique de réfugiés de manière générale, un peu comme je l'explique de manière régulière, au début de cette crise, le Rwanda prétextait nous attaquer pour 3 raisons. Il y a évidemment la fausse question sur les discours de haine, il y a la question sur les FDLR et puis il y a la question sur la problématique de réfugiés. Aujourd'hui, il existe un cadre tripartite RDC, Rwanda, HCR, qui a déjà, y compris, travaillé plus ou moins sur les nombres de réfugiés concernés, mais il faut savoir que la base du retour des réfugiés, elle est volontaire. Et ces processus, malheureusement, ne peuvent pas s'enclencher de manière d'ailleurs, ne peut pas s'enclencher tout simplement parce que ça tire. Donc, au-delà de tout ce qui doit être fait comme contrôle, mais les populations qui doivent retourner chez elles ne peuvent pas retourner dans des parties du pays qui sont encore sous des bombardements. Et donc, il y a une vigilance au niveau du gouvernement à propos. Mais pour ce qui concerne spécifiquement la question de cette enquête, parce que la question relève plutôt du côté du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si la ministre a un petit commentaire. Mais je crois que... Voilà. On va prendre la question en Swahili de M. Mbeleshi. Asante sana. Swali kwa Waziri F. Bazaiba, umefanya ziara katika kambi mbalimbali za wakimbizi. Unaweza kuelezea hali ni vipi? Umesema pia kuna angalau watoto 50 ambao wanahitaji shule, na je, serikali au muna mpango gani kwa watoto ambao wanapaswa shule? Na tuelezee kwa jumla hali yako vipi ya wakimbizi, wahamiaji au wahamiaji wa kumbani ambao wamekimbia huku. Tuliona baada wewe kuondoka huku kulikuwa wakimbizi ambao walidai warudie sehemu ambapo walitoka na wakati kungaliki vita. Imeonekana kwamba mmeshindwa kuwahudumia katika kambi au vipi? Asante sana. Oui, asante kwa ulizo yako mbili ya lazima sana juu ya watoto sana wakimbizi. Katika watoto wale wote ilitupa shida sana kukutanika kana katika wakimbizi kuko umate wa watoto wenye hakuna jinsi waingie shuleni. Lakini kumakambi ingine sawa tulikuta Burundi, makambi 6 walianza kuongoza kiloko wale watoto wanawakushanisha kufatana na namba yabo namna gani wanapasha kubasomesa kidogo, lakini haistahili. Ile kambi ya kubwa ya nyuma tulikuta bado hayatengeneza shule juu ya watoto.
Tanzania kuko shule juu ya watoto, lakini kuko faji ndogo sana, hakuna jinsi watoto wasome vizuri. Na ya muhimu kabisa ni amani na usalama urudie nchini kwetu, wale watoto warudie nyumbani. Sasa ile yenye ilitokea kukampi ya Busuma ilikuwa ni huruma sana. Walidanganyika, walirongofewa kusema wanatuma watu kuwaelezea wakongomani hivi banapata ya moyo wabo inapenda warudie nyumbani, ndio wanawaita warudie nyumbani kwa haraka. Lakini mbele ya wakongomani kurudia nyumbani kwao, inchi yenye kuwapokea manake Burundi na UNHCR wanasema na sisi pia inapasha amani na usalama uingie kunyumba. Juu wale wakongomani habiko wakimbizi kwa bule, kama wanasema walikimbia njara kukataa nchi yao. Hawakukimbia chochote ya mazingira inaharibika. Walikimbia ni wasira, walikimbia ni fujo, walikimbia ni vile kwenye Wanyarwanda na ba M23 wanabafata. Ndio maana walikimbia juu batafute namuna gani banapasha kupona. Na bia Barundi na UNHCR wakabaongoza wakawachunga kumakambi vile kwenye tuliwakuta. Na sisi wakongomani, serikali ya nchi abata pasha kuwaachilia warudie kufashi, hakuna usalama na amani. Ni ya muhimu hayo ile. Voilà, merci. La ministre répondait à la question du journaliste Mbelechi qui portait notamment sur la scolarité des enfants dans les camps des déplacés. Madame Nathalie Sekabouoro, on termine par vous pour une question en Lingala. Matondo mingi, motuna nangai ezali na ministre d'État ya mambi affaires sociales. Boti bongo kokutana na ba kima bitumba. Kuna na Tanzanie pe na Burundi. Okoyiko isa biso na molai penza kobika na bango ezali lolenge nini. Tango tomoni te motango na bana pe otangi ya motango ya bana ebele. O bazali peut-être ko yenga na kati na babisika wana. Nini oboti na bisika pote bango bayi wana kotanga kelasi. Et puis asuka ezali ete eske mbula matai elongona ashe bazali na likanisi ya kozongisa bakima bitumba wana awa na Kongo démocratique. Soki ezali iyo kasi esipo bongisi pe bisika oyo koyamba bango yango nde mitu. Boye matondo mingi mama Mopanzi Sango likambo kendeki kokuta na mboka wana mibale bandeko na biso ya Burundi bayambaki bana Kongo bayi Kongo bakimi bitumba eza na Burundi to na Tanzania ezali ya mawa komona ke tuluku ya bakongole bazali komona pasi kokima bakimi mboka na bango bakimi nzalate bakimi bapasi mosusu te bakimi nde bitumba oyo badongolo miso ya Rwanda pe na bato na bango ya M23 babeti bango masasi babeti babombe na eleko oyo surtout eteni ya bato bakimi na sanza zomi na mibale mobu mouti koleka ezalaki eleko bato batiaki elikia na boyokani bwakimia tango bango bakimi na bao ya kala nyonso bazali kuna ezali na motindo bato bakobika malamu te yo moto zalaki na esika na yo na ndako na yo na misala na yo bayimi mbongo bayi balakisi minganga bato na mayele bato na solo bakomi koyenga yengelongo na bana pe ba mosusu bakufi nzela ba mosusu bakei kokufa wana po bakatanaki makolo ba mosusu batoboki miso pe bongo na ba maladi ebele bana wana nyonso ba mosusu tozeli na bana pene koto mibale na ndambo bayebi ata esika baboti bazali te pe basosoli malamu esika bauti te pe na bana mosusu tozali na bango koleka koto tukumitano kelasi te ezala na Tanzanie koto tukumisato kelasi ya malonga te kuna bazali pe na Tanzanie pe na Burundi. Bongo eloko nini Bulamatari ya Kongo ekosala Bulamatari ya Kongo esengeli kokende kopesa lisungi mbala moko te po mibeko mya molongo misengi biso ete toleka na lingomba ya molongo ebatelaka bayebakimi bitumba pe toleka na ekolo moko oyo eyambi bandeko wana bongo totiaki maboko na mwa mikanda ezala na Burundi to na Tanzanie koyeba boni tokoleka mwa pembeni muke na mibeko yango ya molongo pona kusunga bai oyo bakimi nde tomemaki lokola bilia muke bilamba ya kolata mino pe makoki mususu ma misolo oyo kusunga bazura bango bisika bakola bongo pona bana ya kelasi tozali kolengela kobongisa ndenge nini
bazala pamba te bamekaka koyekola moke mpo etuluku ya bato wana ezali baoyo basengeli kosunga Congo lobi. Tango tozali koloba ke bango bakozonga ezali iyo bakozonga kasi na makasi te ekozala kotuna moto na moto okomi pene na kozonga iyo biso pe tokotala boni na mboka eske kimia ekoti soki kimia ekoti boboto kimia nde tokozongisa bango Kongo pe ezali monene bamususu bakoloba na kozonga lisusu uvila te pomoni mingi amoni bakati mwasi kingo babebisi mwasi babomi bana moto andengo wana kozonga penza na mboka wana kozala pasi akoki kozonga na Kongo mais tango tokosola na moko akoki koloba nazonga ta mboka mosusu wana matari ya kotala yango bongo kalaka mokonzi oyo tobengi vice premier ministre en charge ya makambo etali bokengi bamboka VPM intérieur yende asimbami makoki ya koyeba kosolola na bayi HCR na bayi bamboka wana ndenge na ndenge oyo bakongole bazali kuna ngai suka na ngai ezali kaka koya komema mwa lisungi muke kouta na mboka nde mosana ya kosala yango. Voilà, matondo mingi mama Eve Bazaiba na mituna biano pesi na mutuna ya mama Sekabuoro ya motu ya ifo koyeba yango musala tozo sala na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo solution akopesa ba compatriotes wana eza kozongisa kimia bazonga bisika bazaki liboso na ndenge pe mama lobia na lopoto balobaka il faut accompagnement psychologique parce que eza na bato ebele tolobaki yango awa 1500 compatriotes bakufaki na ba opération bandit depuis Rwandais décida qui bataki Uvira. Donc gestion à makambo yo tozo sale lango na ba échelle ebele. Mama Bazaiba lobi makambo etala qui apport topé soutien humanitaire mais ka César ba dimension mususu etali ministre intérieur topo etali ministre délégué de Congolais de l'étranger kuna na ministère y affaires étrangères. Madame la ministre, on a fait Swahili, on a fait Lingala. On va terminer en français. Je sais que ce n'était qu'une première étape, évidemment, et ce n'est pas le seul sujet urgent entre vos mains, parce que je rappelle quand même, nous avons d'autres situations difficiles dans les pays que vous suivez. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir en conclusion de l'action que le gouvernement a posée à travers votre délégation dans les zones en question, pour que les Congolais comprennent la nécessité pour tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, de se mobiliser pour que la paix puisse redevenir effective dans toutes les parties de notre pays. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Je suis ministre en charge des Affaires sociales, Action humanitaire, mais aussi de la solidarité nationale. À ce stade actuel où la République démocratique du Congo a le devoir et même l'obligation d'aller sauver, soulager la souffrance de sa population, donc les compatriotes qui sont en dehors du pays, compte tenu de la situation exceptionnelle, je continue à le répéter, qu'il n'y a plus de donations internationales pour l'humanitaire, je lance l'appel à la solidarité nationale. Je crois que j'avais présenté cette situation au gouvernement, le gouvernement de la République avait adopté, m'avait autorisé de mettre en place des structures au niveau de la capitale et dans toutes les provinces d'appel à la solidarité nationale pour aider les Congolais, non seulement au niveau interne, mais aussi au niveau en dehors de notre pays concernant les réfugiés. Donc nous allons commencer bientôt ces appels-là en termes de dons. Si vous êtes à l'extérieur, vous êtes à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé pour ceux de l'extérieur de donner en termes comme logistique, vous pouvez donner en termes numéraires. Je crois que ça serait des numéros, des comptes officiels qui permettront à ce que nous puissions aider les compatriotes. Mais aussi, tous les Congolais partout où nous sommes, soyons les véritables soldats de la République en termes patriotiques. Ne pas faire passer dans les réseaux sociaux des images qui détruisent votre pays inutilement. Vous savez que maintenant, la guerre, c'est aussi la guerre des médias dans les réseaux sociaux. Ils font des montages éhontés. Ils font tronquer l'information. L'information est erronée et nous sommes les premiers à les faire passer. Au contraire, soyons tous
parmi nous, là où nous nous trouvons, soyons des soldats de la main numérique pour aussi redonner courage et force à nos militaires. Par rapport aux éléments que je vois passer dans les réseaux sociaux ici, vous voyez bien que c'est un montage qui n'a rien à voir. Nos militaires sont très bien traités, que ce soit ceux de Ouazalendo et tous les compatriotes, nous sommes appelés à les soutenir. Voilà le message que je peux dire à ce jour. Nous tous, nous avons un téléphone portable. Faisons notre guerre dans tous les fronts pour que nous puissions recouvrer la paix en République démocratique du Congo. C'est un pays merveilleux. Partout où nous passons, les gens aiment notre pays, adorent notre pays. Il y a des gens qui sont choqués de voir comment le Congo est malmené. Nous savons bien qu'on est en train de faire mes basses à nos richesses. Maintenant, comme nous sommes en train de résister, nous entendons dire que nous avons les parties des terres que nous avons pris chez les uns. Voilà, donc les Congolais, lèvons-nous, patriotisme oblige pour que nous puissions soutenir notre pays. Et je terminerai par dire que j'ai appris beaucoup dans cette mission. Merci au chef de l'État, merci à son Excellence Madame la Première ministre. Nous pensons que c'est une première mission, la deuxième, la troisième aura lieu. Nous sommes là au service de la nation. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, y compris l'équipe des médias, toute la presse, Madame la DG de la RTNC. Je pense qu'elle va nous aider pour la continuité de la vulgarisation de notre mission. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Madame la ministre d'État. Nous nous disons être patriotiquement congolais, parce qu'il ne suffit pas d'être congolais, il faut l'être patriotiquement pour ne pas être comme ces Congolais qui prêtent leurs mains à ceux qui tuent, à ceux qui massacrent et ceux qui pillent nos ressources. C'est dont vous avez parlé tout à l'heure, nous on appelle ça poison rwandais. Voilà. C'est le virus de la désinformation qui est propagé par des comptes bien identifiés et qui malheureusement est relayé volontairement ou parfois involontairement par nous-mêmes. C'est pour ça que nous continuons de travailler étroitement avec les médias pour d'abord apporter la bonne information et pour dire aux Congolais que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous ne devez pas y croire jusqu'à ce que vous voyez un média en parler. Ce que nous on appelle poison rwandais, c'est justement ces fausses nouvelles, c'est justement ces paroles coupées, c'est justement toutes ces manipulations relayées et qui, malheureusement, trouvent un terrain fertile du fait de notre démocratie. Alors, pour protéger notre démocratie, partout où nous sommes, nous devons éviter la propagation du poison rwandais et du virus de la désinformation qui n'ont pour mission que de nous diviser, que de s'aimer la zizanie entre nous. Merci encore de vous être prêté à cet exercice de redevabilité. Évidemment, avec la RTNC, nous continuerons parce qu'il ne s'agit pas simplement de ce programme de solidarité envers nos compatriotes déplacés, mais il s'agit aussi de programmes d'éveil patriotique, mais il s'agit aussi de programmes des connaissances de ce que nous sommes pour que tous unis autour du président de la République, de nos forces armées et du gouvernement, nous puissions terminer cette guerre une bonne fois pour toutes. Bonne soirée chez vous. Merci.